je remercie d'être là, spécialiste du Vatican, auteur de France, Vatican de siècle. Mais je pense, Bernard, avant de parler du conclave, les images qu'on a vues samedi, on n'est pas obligé de croire en Jésus-Christ et on peut être incroyablement sensible à la liturgie, au rite, à cette église de Rome qui est debout depuis 2000 ans, à ce spectacle vraiment qui a forgé notre culture et j'allais dire notre âme et aimer tout simplement ce moment-là sans forcément voir une transcendance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne croient pas, comme on dit, mais qui sont sensibles à cela. Bien entendu, la religion, c'est évidemment le dogme, c'est le plus important, c'est le souvenir de l'évangile, c'est aussi la doctrine, et c'est la tradition, et c'est la discipline, mais c'est aussi évidemment la liturgie et le rite, les rituels. C'est pour ça que l'Église a 2000 ans d'histoire, c'est parce qu'elle a réussi à rester en phase avec le monde entier, et le rituel, la liturgie sont là pour ça. Et c'était sublime, parce qu'en plus il faisait très beau, il y avait ces princes de l'église qui arrivent tout de rouge vêtus. Alors j'ai appris qu'ils sont rouges parce qu'ils doivent donner leur sang, ils peuvent donner leur sang pour le pape, ils peuvent mourir pour le pape. Et puis il y avait tous ces dignitaires, et puis toute cette foule, il y avait, paraît-il, 400 000 personnes, 200 000 sur la place Saint-Pierre et quasiment 200 000 alentours. C'est ce que j'ai entendu aussi. Alors on dira toujours, c'est un peu moins que Jean-Paul II qui avait un peu battu tous les records. Mais enfin, quand même, on se rend compte. Nous, on a un peu perdu en France l'idée que c'est quand même l'institution la plus ancienne et la plus grande du monde. 2000 ans d'histoire, 1,4 milliard de fidèles. Donc c'est pas rien. Et Rome reste évidemment depuis 2000 ans la capitale de cette église, même s'il est vrai que cette église a basculé vers le sud depuis quelques décennies. C'est-à-dire que j'entendais beaucoup de témoins qui rapportaient que pour un chef d'État français, être reçu par le pape n'a pas la même signification que pour un peuple d'Amérique latine ou un peuple en Afrique, où les populations sont extrêmement sensibles à savoir si celui qui les dirige est un proche du pape ou non. Et lorsque le pape va en Amérique latine ou en Afrique, il n'est reçu évidemment avec tous les honneurs qui sont dus à son rang, mais au-delà de ça, l'influence est sans doute plus grande. Bon, le conclave. Extra omnes, cette phrase. Moi, je suis un fan des rites, Bernard, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. D'imaginer, j'ai vu le film Le Conclave, que vous avez peut-être vu d'ailleurs. Je l'ai vu, bien sûr, oui. Qui est un film formidable pendant les 3/4 du temps et grotesque dans sa dernière partie. Absolument. Mais c'est un documentaire. Et c'est formidable parce qu'il est assez juste, jusque dans le décor, de savoir comment ça peut se jouer. Est-ce que vous avez des informations ou des intuitions à nous donner ce matin? Non, moi je suis très très prudent, vous savez, parce que dans tous les conclaves des temps modernes, on s'est toujours trompé à 2 exceptions près. On avait prévu Pie XII en 1939, on avait prévu Paul VI en 1963. Tous les autres conclaves ont vu les favoris éliminés et toujours un outsider, un troisième homme surgir du conclave. Ça a été le cas pour Jean-Paul II, ça a été le cas pour le pape François, ça a été le cas pour la plupart des papes modernes. Donc soyons très très prudents, soyons humbles. On peut évidemment citer des noms, on peut évidemment parler des uns et des autres, mais pas de pronostic, on va forcément se tromper. Je disais le cardinal Ratzinger, j'avais l'impression que Benoît XVI était favori, Bernard Lecomte. Ah bah écoutez, retrouvez par exemple le journal L'Express de cette semaine-là. L'Express avait fait quasiment un spécial sur les papabili. Il n'y avait pas Ratzinger. Et le journal catholique La Vie, l'hebdomadaire, avait fait la même chose. Il n'y avait pas Ratzinger. Donc Ratzinger n'était pas un favori. À Rome, on savait qu'il avait des chances, bien sûr. Mais quand on a fait la même conversation que nous avons aujourd'hui, en France en 2005, il n'y avait pas Ratzinger. Alors, on peut peut-être ne pas savoir qui sera pape, mais est-ce qu'on peut savoir qui ne le sera pas? Par exemple, est-ce que les candidatures françaises, je parle à Jean-Marc Aveline, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'il devienne le premier pape depuis Grégoire XI, le premier pape français? Alors, clairement, on ne peut pas exclure
exclure cette hypothèse. Jean-Marc Aveline, on l'a découvert un peu lors de la visite du pape à Marseille. Ça a été un très grand moment et toute la terre avait les yeux sur le pape François, accompagné par Jean-Marc Aveline, qui a été très bon, il faut dire, au stade Vélodrome. Ça a été un très très grand moment. Donc on ne peut pas l'exclure. Simplement, la France n'a pas bonne cote. La France, la fille aînée de l'Église, qui aujourd'hui est quand même très déchristianisée, n'a pas une grande cote au sein des cardinaux du monde entier. Mais encore une fois, n'excluons rien, évidemment. Écoutons précisément le cardinal Jean-Marc Aveline lorsque le pape est venu au stade Vélodrome à Marseille. Et nous, en vous accueillant pour la première fois pour une messe en France, nous nous sentons, encore une fois, comme on dit ici, à jamais les premiers. Jean-Marc Aveline. Alors, parmi les papabili, il y a Pietro Parolin, qui était, j'ai envie de dire, le premier ministre du pape. Même si à la fin, les rapports entre les deux étaient quand même très disharmonieux. C'est vrai qu'avec le pape François, c'était, paraît-il, assez difficile de travailler, mais Pietro Parolin ne s'entendait plus avec le pape François. En revanche, Pietro Parolin, chacun s'accorde à dire qu'il est calibré, comme on dit, puisqu'il a reçu les chefs d'État du monde entier, il connaît la curie romaine, il a le niveau, si j'ose me permettre cette expression, l'expérience, l'habitude, l'entre-gens, etc. Est-ce que vous en faites, malgré les réticences, bien sûr, mais un candidat sérieux à la papauté? Alors, je vous répondrai, oui, c'est un candidat sérieux, parce que c'est un homme sérieux. Il a été un excellent secrétaire d'État. Il est connu de tous, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cardinaux. C'est un très grand diplomate. Vous avez raison de souligner qu'il ne s'est pas toujours entendu avec le pape, notamment sur l'affaire ukrainienne, ce qui était quand même important. Mais Parolin est un grand diplomate qui est rassurant pour la plupart des cardinaux. Et on sait que c'est très important, là, face à ce qui attend l'Église dans un monde fracturé qui tourne plus vite qu'avant, c'est très important d'avoir quelqu'un qui rassure. Simplement, j'ajouterai une idée simple. Un pape, ça n'est pas un diplomate. On peut être le meilleur diplomate du monde et pas un bon pape. Un pape, c'est plus qu'un diplomate. Les critères d'un pape, on l'a bien vu avec le pape François, ça n'est pas la prudence et le calcul minutieux des arguments des uns et des autres. Non, un pape, il faut qu'il soit un peu prophète, un peu comme Jean-Paul II. Jean-Paul II non plus n'était pas un diplomate, vous vous rappelez. Donc Parolin, pourquoi pas, il rassurerait, mais encore une fois, un diplomate, ça ne suffira sans doute pas. Et puis j'entends un homme qui est souvent nommé parmi les papabili, mais je ne peux pas dire que ceux qui connaissent bien la curie romaine en disent du bien. Il s'agit de Luis Antonio, alors je ne sais pas si on dit Tagle ou Taglé, qui est né à Manille, qui est donc le prélat philippin du diocèse d'Imus et qui est devenu son évêque en 2001. C'est vrai que les spécialistes, les vaticanistes disent que c'est pas forcément un homme qui ferait un bon pape, quoi qu'il est sur la liste des papabili. Oui, il est sur la liste parce que il est peut-être un des plus connus. Il est préfet du dicaster pour l'évangélisation. Il connaît beaucoup d'autres cardinaux et il a une caractéristique, indépendamment du fait qu'il a une mère chinoise, ce qui serait une espèce d'ouverture sur l'Asie, mais c'est l'ancien archevêque de Manille. Et Manille, ce sont les plus grands rassemblements catholiques de l'histoire. Quand le pape va dire une messe à Manille, il y a 5 millions de gens qui vont à la messe. Et évidemment qu'à chaque fois, ça impressionne le monde entier. Et le cardinal Tagle, en effet, qui n'a jamais que 67 ans, pourrait en effet représenter cette Asie qui représente le Sud d'aujourd'hui, l'avenir de l'Église. C'est vrai, l'avenir de l'Église, il est plus aux Philippines que chez nous, en Espagne ou en Italie, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lecomte. Et il y avait d'ailleurs, on aurait pu en parler, mais nous sommes pressés par le temps, il n'y avait aucun représentant chinois. Malgré la diplomatie de François, malgré son ouverture, cette volonté d'ouvrir l'Église, personne de Chine n'est venu assister aux obsèques de François.